Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres. C'est maintenant officiel, le MAPAR, plateforme soutenant Andrazoul, ne participera pas au prochain gouvernement. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA et actuel secrétaire général adjoint des Nations Unies, Michel Sidibé, félicite le progrès fait par la Grande Île dans la lutte contre le sida. Il quitte le pays ce soir après 2 jours de visite. À l'étranger, 23 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour voter leur nouveau président lors d'un scrutin placé sous haute surveillance en Algérie. Abdelaziz Bouteflika reste le favori. On est maintenant fixé sur la position officielle du MAPAR, plateforme soutenant Andrazoul. Le groupement politique ne participera pas au futur gouvernement, d'après son deuxième communiqué officiel sorti hier soir, après celui de mardi, dénonçant la violation de la Constitution dans la nomination de Koulrougé. Ama Zouarif. Reportage. Ces images ont été prises seulement quelques minutes avant la publication de la déclaration officielle du MAPAR dans la presse. Maharan Jean de Dieu, président du MAPAR, accompagné de plusieurs députés de la même formation politique, sont reçus par le président Erazon Armampian à son bureau à Amboutsrouach. À défaut d'une place dans le prochain gouvernement, ils sont prêts à tenir d'autres postes, décision que ne cautionne pas le MAPAR. En vertu des valeurs et principes fondamentaux du MAPAR, le groupement politique déclare sa non-participation au gouvernement formé dans la violation de la Constitution en vigueur. Déclaration qui confirme la position du MAPAR après la constatation de la violation de la Constitution dans la nomination de Koulrougé mardi dernier. Christine Razanamaassou, présidente de l'Assemblée nationale et membre du MAPAR, a sorti les mêmes affirmations. En vertu des valeurs et principes du MAPAR, on doit respecter ce qui a été décidé. Vous le savez tous, le MAPAR a fait une déclaration officielle mardi. Je soutiens cette décision. Chacun est responsable de ses actes et de ses propres décisions. C'est tout ce que j'ai à dire. En se détachant de leur famille politique, ces députés du MAPAR pourront-ils décrocher combien de sièges au sein du gouvernement? Des rumeurs circulent depuis hier que Maharan Jean de Dieu convoite le poste de président de l'Assemblée nationale en remplacement à Christine Razanamaassou. Le CEFAFI, ou l'Observatoire de la vie publique, nous livre son 12e recueil, regroupant tous ses communiqués sortis en 2013. Intitulé « La triste fin d'une interminable transition », le CEFAFI s'est surtout focalisé sur la fin de la transition de 2009 et le processus électoral ayant conduit à l'avènement du nouveau régime. Reportage de Armisa Koudbé sur les images de Nzara Djansou. Pour le CEFAFI, l'Observatoire de la vie publique, pas besoin de changer de constitution, il suffit de l'appliquer comme il se doit. Ceci pour éviter son instrumentalisation à des fins politiques, et cela ne peut se faire que sans la mise en place d'un régime fort et d'une justice crédible. Tout le monde ne voit que l'exécutif ou le gouvernement, mais il y a aussi la haute cour constitutionnelle. On doit pouvoir compter sur la justice pour nous donner une bonne interprétation de la Constitution et des autres lois. Le CEFAFI en parle un peu plus dans son 12e recueil des communiqués, intitulé « La triste fin d'une interminable transition », ce recueil en dit long sur la vie politique, quelques mois avant l'avènement du nouveau régime, mais prédit aussi l'avenir d'un nouveau régime. Le CEFAFI exige ainsi la mise en place des institutions démocratiques. On doit mettre en place toutes les institutions. Puis, c'est l'issue des élections communales, municipales et régionales. On doit aussi mettre en place le Sénat. Mais il y a encore d'autres institutions, comme le Conseil économique et social et culturel, la Haute Cour de justice, le Haut Conseiller pour la défense de la démocratie et l'état de droit. Tout ceci doit être mis en place.
Le CFAFI a présenté officiellement ce jour ce 12e recueil de tous ses communiqués sortis en 2013. En visite à Madagascar pendant 2 jours, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et actuel secrétaire général adjoint des Nations Unies, se dit satisfait de l'évolution de la situation politique à Madagascar. Il a donc rencontré le président malgache, le nouveau chef de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale. Il a par ailleurs félicité le progrès fait par la Grande Île dans la lutte contre le sida. Écoutons-le. On a tendance à dire on n'a que 0,4% de prévalence, mais la prévalence en fait, elle n'est pas significative. Ce qui est important, c'est de voir la tendance de la maladie. Il y a quelques années de cela, même pas plus de 15 ans, il y avait moins de 30 personnes infectées par le virus. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 personnes infectées. Il faut briser cette trajectoire. Il faut aller vers 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès. Et puis à la une de l'actualité internationale, l'élection présidentielle en Algérie. L'issue du scrutin ne fait pas de doute. Abdelaziz Bouteflika devrait être élu pour un 4e mandat, et ce, malgré sa santé très fragile et un faible bilan économique. Reportage de France 24. Il est loin le temps où Abdelaziz Bouteflika serrait des mains. Le président sortant n'est pas apparu en public depuis 2012. La jeunesse algérienne l'a d'ailleurs surnommé le candidat invisible. On ne le voit plus qu'à la télévision. Dernière intervention en date samedi dernier, Abdelaziz Bouteflika apparaît très diminué. Ses mots sont à peine audibles quand il s'en prend à son principal adversaire, Ali Benflis. Il y a des appels à la violence, des comportements pas très orthodoxes, pas très démocratiques. Difficile de reconnaître celui qui est devenu à 25 ans le plus jeune ministre des Affaires étrangères au monde. Nous sommes en 1963. Contraint à l'exil à la fin des années 70 à cause des tensions au sein du FLN, Bouteflika ne revient en Algérie que dans les années 90, après la guerre civile, que l'on appelle aujourd'hui la décennie noire. Il est élu pour la première fois président en 1999. Associé au retour de la paix en Algérie, Bouteflika a joui pendant des années d'une très grande popularité et en a profité pour verrouiller le système. Il n'y a rien qui peut faire perdre aujourd'hui Bouteflika. Il bénéficie du soutien de l'appareil d'État, de l'administration, partout dans tout le pays. Imaginez, c'est un pays immense, c'est 5 fois la France. Il a les mairies, les sous-préfectures, les préfets qui ont été nommés par ses soins. Donc il contrôle tous les rouages du fonctionnement d'un pays. C'est son bilan économique qui fait le plus de tort à sa popularité. Explosion des prix des denrées alimentaires et du chômage, des difficultés pointées du doigt par ses adversaires. Ils sont 5, Ali Fawzi Rebein, Abdelaziz Belaïd, Moussa Touati, la députée trotskiste Louisa Hanoun et surtout l'ancien chef du gouvernement Ali Benflis, adversaire le plus sérieux de ce scrutin. En Corée du Sud, les secouristes tentent de retrouver les survivants du naufrage du ferry échoué hier. Au moins 6 corps ont été repêchés. Il reste 287 personnes encore portées disparues, essentiellement des lycéens. Reportage. Chacun ici veut être du voyage. Les retardataires arrivent drapés dans des couvertures. Face à l'attente insupportable et à l'annonce des premiers corps repêchés, ces familles, la plupart parents de jeunes disparus, ont décidé de louer un bateau et de prendre elles-mêmes le large. Un acte désespéré. Certains des parents ont reçu des textos qui disaient qu'il y avait environ une quinzaine de personnes piégées dans le ferry. Mais les sauveteurs ne peuvent pas y accéder à cause des forts courants. Plus de 24 heures après le naufrage, les autorités sud-coréennes sont accusées de ne pas mettre les moyens. Des parents s'en prennent ici aux policiers. Je suis resté au lycée pendant 7 heures, mais ils répétaient tout le temps la même chose. Les ministres et les élus qui nous rendent visite ne servent à rien. Ils prennent juste des photos. Et voici l'autre sujet de polémique qui s'étale désormais sur toutes les télévisions du pays. Un homme tête basse dissimulé sous une capuche présenté comme le capitaine du ferry. Au garde-côte, il présente des excuses. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. Deux plates excuses qui font écho à celles présentées un peu plus tôt par l'entreprise propriétaire du ferry. Et je vous promets que notre société fera de son mieux pour réduire les pertes humaines. Nous sommes désolés.
À bord du ferry, il y avait plus de 450 passagers, la plupart des lycéens en voyage scolaire. Moins de la moitié a pu être secouru. Et certains assurent qu'ils avaient ordre de rester dans leur cabine. J'ai dit à mes amis, c'est peut-être mieux d'aller dehors, non? Mais on continuait à nous dire de rester dans nos cabines. Je suis inquiet pour ceux qui sont restés dans leurs chambres. Sur la zone du naufrage, des dizaines de navires sud-coréens gravitent autour de la quille du ferry. La cause du drame n'est pas encore connue. On se quitte avec des images de fête et de joie à Madrid, en Espagne, qui a fait un triomphe l'année dernière. Ces joueurs de football de retour de Valence après la victoire du Real Madrid en Coupe d'Espagne en finale sur son rival du FC Barcelone. Victoire 2 buts à 1, le FC Barça, qui pour la première fois depuis 2008 ne remporte aucun trophée en une saison. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée à notre compagnie. Au revoir.